Pourquoi American Institute of Africa? Mon peuple meurt de faim par manque de connaissances. L'Afrique antique, le vieux monde fut le berceau de la science. Tous les continents, en particulier l'Amérique, avec l'exception unique de l'Afrique, ont bâti leur industrie à partir des lois et principes de l'Afrique antique lorsque les nouvelles générations africaines s'en détournaient. La mission d'American Institute of Africa est de rétablir cette connaissance authentique pour un développement normatif de l'Afrique grâce à la formation des plus grands penseurs du développement. Tout vivra partout où parviendra le torrent. Professeur, aujourd'hui, nous allons étudier les processus stochastiques et, parmi eux, un type de processus, le temps discret. Nous allons nous concentrer sur le temps discret. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Un processus stochastique est donc une collection de variables aléatoires indexées par le temps, une définition très simple. Nous avons donc soit, commençons par 0, des variables aléatoires comme celle-ci, soit des variables aléatoires données comme celle-ci. Une variable temporelle peut donc être discrète ou continue. Nous appellerons ces derniers des processus stochastiques à temps discret, et ces derniers des processus à temps continu. Par exemple, une variable aléatoire à temps discret peut être quelque chose comme, et ainsi de suite. Voici donc les valeurs, x0, x1, x2, x3, etc. Ce sont des variables aléatoires. Il s'agit d'une seule réalisation du processus stochastique. Mais toutes ces variables sont censées être aléatoires. Et puis une variable aléatoire à temps continu, un processus stochastique à temps continu peut être quelque chose comme ça. Et il n'est pas nécessaire qu'il soit continu, il peut donc sauter et ainsi de suite. Et toutes ces valeurs sont des valeurs aléatoires. Il s'agit donc d'une description très informelle. Et un point de vue légèrement différent, qui est légèrement préféré, lorsque vous voulez faire des mathématiques avec, et que, définition alternative, c'est une distribution de probabilité sur les chemins, sur un espace de chemin. 2. Vous avez donc un ensemble de chemins possibles que vous pouvez emprunter. On vous donne une distribution de probabilité. Il s'agit alors d'une réalisation. Une autre réalisation sera différente, et ainsi de suite. Il s'agit donc d'une définition plus intuitive que la première, selon laquelle il s'agit d'une collection de 3. Des variables aléatoires indexées par le temps. Mais celui-là, si vous voulez faire des maths avec, d'un point de vue formel, ce sera plus utile. Et vous verrez pourquoi plus tard. Je vais donc vous montrer d'autres exemples. Par exemple, pour décrire un processus stochastique, voici une façon de décrire un processus stochastique. Laissez-moi vous montrer 3 processus stochastiques, donc le numéro 1, ft est égal à t. Et c'était la probabilité 1. Numéro 2, ft est égal à t, pour tout t, avec une probabilité de 1/2, ou ft est égal à moins t, pour tout t, avec une probabilité de 1/2. Et la troisième est, pour chaque t, ft est égal à t ou moins t, avec une probabilité de 1/2. La première est assez facile à imaginer. C'est vraiment juste, il n'y a rien d'aléatoire ici. Cela se produit avec une probabilité de 1. Votre chemin dit simplement que ft est égal à t. Et nous ne considérons ici que t supérieur ou égal à 0. C'est donc le numéro 1. Le numéro 2, c'est soit celui-ci, soit celui-là. Il s'agit donc d'un processus stochastique.
si vous y réfléchissez de cette manière, cela ne ressemble pas vraiment à un processus stochastique. Mais selon la définition alternative, il y a deux chemins possibles. Vous pouvez prendre soit ce chemin, avec un demi, soit ce chemin, avec un demi. Maintenant, à chaque point t, votre valeur xt est une variable aléatoire. C'est soit t, soit moins t. Et c'est la même chose pour tous les t. Mais ils dépendent les uns des autres. Ainsi, si vous connaissez une valeur, vous connaissez automatiquement toutes les autres valeurs. Et la troisième est encore plus intéressante. Maintenant, pour chaque t, nous nous débarrassons de cette dépendance. Vous aurez donc ces deux lignes qui se suivent. Je veux dire qu'à chaque point, vous serez soit en haut, soit en bas. Mais si vous voulez vraiment dessiner l'image, elle rebondira d'avant en arrière, de haut en bas, infiniment souvent, et elle ressemblera simplement à deux lignes. J'espère que cela vous a donné une idée des processus stochastiques, je veux dire, pourquoi nous voulons les décrire dans ce langage, juste un peu. Des questions. 4. Ainsi, lorsqu'on examine un processus, lorsqu'on utilise un processus stochastique. Pour modéliser un processus réel, on peut dire qu'il s'agit d'un processus stochastique. 5. La plupart du temps, il se passe quelque chose dans la vie, comme le cours d'une action, et l'on se tient à un moment donné. T. Et vous connaissez toutes les valeurs du passé, vous les connaissez. Et dans le futur, vous ne savez pas. Mais vous voulez savoir quelque chose à ce sujet? Vous voulez avoir une conclusion intelligente, une information intelligente sur l'avenir, basée sur le passé. Pour les processus stochastiques, c'est facile. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous savez exactement ce qui va se passer dans le futur. Pour celui-ci, c'est également la même chose. Même si c'est aléatoire, une fois que l'on sait ce qui s'est passé à un moment donné, on sait qu'il doit s'agir de cette distribution ou de cette ligne, si c'est ici, et de cette ligne si c'est là. Mais celle-ci est légèrement différente. Peu importe ce que vous savez du passé, même si vous connaissez toutes les valeurs du passé, ce qui s'est passé, cela ne donne aucune information sur l'avenir. Bien que ce ne soit pas vrai si je dis n'importe quelle information. Nous savons que chaque valeur doit être t ou moins t. Vous ne savez tout simplement pas ce que c'est. Ainsi, lorsque vous disposez d'un processus stochastique et que vous vous trouvez à un moment donné, votre avenir, vous ne le connaissez pas, mais la plupart du temps, vous avez au moins un certain niveau de contrôle grâce à la distribution des probabilités. Ici, c'était, vous pouvez vraiment déterminer la ligne. Ici, en raison de la distribution de probabilités, à chaque point, seulement donne t ou moins t, vous savez que chacun d'eux sera au moins un des points, mais vous ne savez pas plus que cela. L'étude des processus stochastiques consiste donc essentiellement à examiner une distribution de probabilités données et à vouloir dire quelque chose d'intelligent sur l'avenir au fur et à mesure que le temps passe. Il y a donc trois types de questions que nous étudions principalement ici. Le premier type est celui des dépendances dans la séquence des valeurs. Par exemple, si vous connaissez le prix d'une action à toutes les dates passées, jusqu'à aujourd'hui, pouvez-vous dire 6. Quelque chose d'intelligent sur les prix futurs de l'action, ce type de question. Et B. Quel est le comportement à long terme de la séquence? Pensez donc à la loi des grands nombres dont nous avons parlé la dernière fois ou au théorème de la limite centrale. 7.
Et le troisième type, qui n'est plus pertinent pour notre cours, mais que je vais tout de même noter. Quels sont les événements limites? Combien de fois quelque chose d'extrême se produira-t-il? Par exemple, combien de fois le cours d'une action chutera-t-il de plus de 10% pendant 5 jours consécutifs, ce genre d'événement? À quelle fréquence cela se produira-t-il? Et pour un autre exemple, si vous modélisez un centre d'appel et que vous voulez connaître, sur une période donnée, la probabilité qu'au moins 90% des téléphones soient inactifs ou ce genre de choses. Voilà pour l'introduction. Des questions. Il existe de nombreux processus stochastiques. L'un des plus importants est la marche aléatoire simple. Aujourd'hui, je me concentrerai donc sur les processus stochastiques à temps discret. Plus tard dans le cours, nous aborderons les processus stochastiques à temps continu. Et vous verrez alors des mouvements browniens et, quoi d'autre, le lemme d'Ito et toutes ces choses apparaîtront plus tard. Pour l'instant, nous allons étudier le temps discret. Plus tard, vous verrez qu'il s'agit simplement de quoi s'agit-il? Ils sont vraiment parallèles. Ainsi, cette simple marche aléatoire, vous verrez plus tard la chose correspondante dans les processus stochastiques en temps continu. Je pense donc qu'il est plus facile de comprendre les processus en temps discret, c'est pourquoi nous commençons par cela. Mais plus tard, il sera vraiment utile de bien le comprendre. En effet, pour le temps continu, toutes les connaissances sont reportées. Qu'est-ce qu'une marche aléatoire simple? Soit-il des variables aléatoires IID, indépendantes et identiquement distribuées, prenant les valeurs 1 ou -1, chacune avec une probabilité de 1/2. Définissons alors, pour chaque instant t, x sub t comme la somme de i, de i égale à 1 à 2. La séquence de variables aléatoires, et x0 est égale à 0. x0, x1, x2, et ainsi de suite, s'appelle une marche aléatoire simple unidimensionnelle. Je l'appellerai simplement 8. Marche aléatoire simple ou marche aléatoire. Il s'agit d'une définition. On parle de marche aléatoire simple. Essayons de le représenter graphiquement. Au temps 0, nous commençons à 0. Ensuite, en fonction de la valeur de y1, vous augmenterez ou diminuerez. Disons que nous avons augmenté. C'est le cas au temps 1. Ensuite, au temps 2, en fonction de la valeur de y2, vous monterez d'un cran à partir d'ici ou vous descendrez d'un cran. 9. Descendre d'un cran à partir de là. Disons que nous sommes remontés, descendus, 4, remontés, remontés, quelque chose comme ça. Et cela continue. Une autre façon de voir les choses, la raison pour laquelle nous parlons de marche aléatoire est que, si vous tracez les valeurs de xt, au fil du temps, sur une ligne, vous commencez à 0, vous allez vers la droite, la gauche, la droite, la droite, la gauche, la gauche, la gauche, la gauche, la gauche. La trajectoire est donc une sorte de marche sur cette ligne, mais elle est aléatoire. Et à chaque fois, vous allez à droite ou à gauche, à droite ou à gauche, à droite ou à gauche. Il s'agit donc de deux représentations. Cette image est un peu plus claire. Ici, j'ai perdu tout ce que j'avais dessiné. C'est à peu près la trajectoire. Ainsi, d'après ce que nous avons appris la dernière fois, nous pouvons déjà dire quelque chose d'intelligent sur la marche aléatoire simple. Par exemple, si vous appliquez le théorème de la limite centrale à la séquence, quelle est l'information que vous obtenez?
Ainsi, sur une longue période, disons que t est très éloigné, comme un nombre énorme, un très grand nombre, que pouvez-vous dire de la distribution de ceci à l'instant t? Audience, est-il proche de 0? Professeur, proche de 0. Mais par proche de 0, qu'entendez-vous? Il devrait y avoir une échelle. Certains diraient que 1 est proche de 0. D'autres diraient que 100 est proche de 0. Avez-vous une idée du degré de proximité avec 0? Quelqu'un d'autre? Audience, l'écart sera donc faible. Professeur, pardon. Audience, l'écart sera faible. Professeur, l'écart sera faible. De combien sera l'écart? 10. Audience, 1 sur n. Professeur, 1 sur n 1 sur n. 11. Audience, plus de t. Professeur, 1 sur t. Quelqu'un d'autre veut-il s'exprimer? Audience, inaudible. Professeur, 1 sur la racine carrée t le ferait probablement. Audience, inaudible. Audience, la dérogation serait inaudible. Professeur, oh, vous avez raison, désolé. La variance sera de 1 sur t. Et l'écart type sera de 1 sur la racine carrée de t. Ce que je veux dire, c'est qu'en vertu du théorème de la limite centrale. Audience, inaudible. Est-ce que vous regardez les sommes ou est-ce que vous regardez les? Professeur, je regarde le xta. C'est un très bon point, t est la racine carrée de t merci. Audience, c'est très différent. Professeur, oui, très différent. J'étais confus. Je m'en excuse. La raison en est que xt, 1 sur la racine carrée de t fois xt, nous avons vu la dernière fois que si t est vraiment grand, il est proche de la distribution normale, 0,1. Donc, si vous regardez simplement, xt sur la racine carrée de t ressemblera à la distribution normale. Cela signifie que la valeur, at, sera distribuée comme une distribution normale, avec une moyenne de 0 et une variance racine carrée de t. Ce que vous avez dit est donc exact. La valeur est proche de 0. Et l'échelle que vous observez correspond à la racine carrée de t. Elle ne s'éloignera donc pas trop de 0. Cela signifie que si vous tracez ces deux courbes, racine carrée de t et moins racine carrée de t, votre marche aléatoire simple, à très grande échelle, ne s'éloignera pas trop de ces deux courbes. Même si les valeurs extrêmes qu'elle peut prendre, je ne l'ai pas dessiné correctement, sont t et moins t, parce que toutes les valeurs peuvent être 1 ou toutes les valeurs peuvent être moins 1. 12. Même si, en théorie, vous pouvez être aussi loin de l'axe des x, en réalité, vous serez très proche de cette courbe. Vous jouerez principalement dans cette zone. Audience, je pense que inaudible. Professeur, oui, c'était une déclaration très vague. Vous ne vous en écarterez pas trop. À 100 fois la racine carrée de t, vous serez dans cet intervalle environ 90% du temps. Si l'on prend 10 000 fois la racine carrée de t, on obtient presque 99,9% ou quelque chose comme ça. Il y a même un théorème qui dit que ces deux lignes seront atteintes à l'infini. Donc, si vous vivez très longtemps, pendant très longtemps, vous vivez assez longtemps, alors, même si vous descendez ici. Même, dans cette image, vous pourriez penser, ok, dans certains cas, il se peut que vous jouiez toujours dans la région négative. Mais un théorème dit que ce n'est pas le cas.
avec une probabilité de 1, si vous allez à l'infini, vous traverserez cette ligne infiniment souvent. Et en fait, vous rencontrerez ces deux lignes infiniment souvent. Voilà donc quelques aspects intéressants de la marche aléatoire simple. En réalité, il y a beaucoup d'autres choses intéressantes, mais je ne donne qu'un aperçu, dans ce cours, pour l'instant. Malheureusement, je ne peux pas parler de toutes ces choses amusantes. Mais je vais quand même essayer de vous montrer quelques propriétés et un joli calcul. Voici donc quelques propriétés d'une marche aléatoire. Premièrement, l'espérance de xk est égale à 0. C'est très facile à prouver. La deuxième propriété importante est appelée incrément indépendant. Si l'on considère ces temps, t0, t1, jusqu'à tk, les variables aléatoires x sub t plus 1 moins x sub t sont mutuellement indépendantes. Cela signifie donc que si l'on examine ce qui se passe entre 1 et 10, cela n'a rien à voir avec ce qui se passe entre 20 et 30. Et cela peut facilement être démontré par la définition. Je ne le ferai pas, mais nous essaierons de le faire à titre d'exercice. La troisième est dite stationnaire, et possède donc cette propriété. Cela signifie que pour 13. Tout h supérieur ou égal à 0, et t supérieur ou égal à 0, h est en fait égal à 1, la distribution 14. de xt plus h moins xt est la même que la distribution de x sous h. Encore une fois, cela découle facilement de la définition. Ce qu'elle dit, c'est que si vous considérez la même période de temps, ce qui se passe à l'intérieur de cet intervalle n'a pas d'importance pour votre point de départ. La distribution est la même. De plus, d'après la première partie, si ces intervalles ne se chevauchent pas, ils sont indépendants. Ce sont donc les deux propriétés dont nous parlons ici. Et vous verrez ces propriétés apparaître encore et encore. Car les processus stochastiques qui possèdent ces propriétés sont vraiment bons, dans un certain sens. Ce sont des processus stochastiques fondamentaux. La marche aléatoire simple est un processus stochastique fondamental. Essayons donc de voir un problème intéressant concernant la marche aléatoire simple. Par exemple, vous jouez à un jeu. Il s'agit d'un jeu de pile ou face. Je joue avec, disons, Peter. Je mise $1 à chaque tour. Ensuite, Peter lance une pièce juste. C'est soit pile, soit face. Si c'est pile, il gagne. Si c'est pile, je gagne $1. Donc, de mon point de vue, dans ce jeu de pile ou face, à chaque tour, mon solde augmente de $1 ou diminue de $1. Et maintenant, supposons que je parte d'un solde de $0, même si ce n'est pas possible. Mon solde suivra alors exactement la marche aléatoire simple, en supposant que la pièce soit juste, à 50 à 50. Mon solde est donc une simple marche aléatoire. Puis je dis ce qui suit. Vous savez quoi? Je vais jouer. Je veux gagner de l'argent. Je vais donc jouer jusqu'à ce que je gagne $100 ou que je perde $100. Disons que je joue jusqu'à ce que je gagne $100 ou que je perde $100. Quelle est la probabilité que je m'arrête après avoir gagné $100? Audience, 1/2. Professeur, 1/2 parce que. 15. Audience, inaudible. 16. Professeur, oui, il en va de même pour 1/2, 1/2. C'est une question de symétrie. En effet, chaque chaîne de pile ou face,
qui donne une séquence gagnante, donne une séquence perdante lorsqu'on la retourne. Il y a une correspondance univoque entre ces deux choses. C'était bien. Maintenant, si je le change. Et si je disais que je vais gagner 100 $ ou perdre 50 $? Et si je joue jusqu'à ce que je gagne 100 $ ou perde 50 $? En d'autres termes, je regarde la marche aléatoire, je regarde la première fois qu'elle atteint cette ligne ou qu'elle atteint cette ligne, puis je m'arrête. Quelle est la probabilité que je m'arrête après avoir gagné 100 $? Audience, inaudible. Professeur, 1/3. Voyons voir. Pourquoi 1/3? Audience, inaudible. Professeur, vous dites donc que la probabilité d'atteindre ce point est P. Et la probabilité d'atteindre ce point en premier est P, n'est-ce pas? C'est un demi. Mais vous dites que d'ici, c'est la même chose. Cela devrait donc être un quart ici, 1/2 fois 1/2. Vous avez une bonne intuition. En fait, c'est 1/3. Audience, inaudible. Professeur, et une fois qu'on l'a atteint, c'est la même chose après. Je ne sais pas s'il est possible d'en tirer un argument. Je ne sais vraiment pas. Il y en a peut-être un ou il n'y en a peut-être pas. Je n'en suis pas sûr. Je pensais à un autre moyen. Mais oui, il y a peut-être un moyen d'en tirer un argument. Mais je ne le vois pas pour l'instant. En général, si vous placez une ligne B et une ligne A, la probabilité d'atteindre B en premier est A sur A plus B. Et la probabilité d'atteindre cette ligne, moins A, est B sur A plus B. Donc, dans ce cas, si c'est 100 et 50, c'est 100 sur 150, c'est 2/3 et c'est 1/3. Cela peut être prouvé? En fait, ce n'est pas si difficile à prouver. Je veux dire qu'il est difficile de trouver la bonne façon de voir les choses. 17. Fixez donc votre B et votre A. Et pour chaque K entre les moins A et B, définissez f de K. Comme la probabilité que vous atteigniez, qu'est-ce que c'est, cette ligne en premier, et la probabilité que vous atteigniez l'autre ligne en second. 18. La ligne B en premier lorsque vous commencez à K. C'est en quelque sorte ce que vous dites. Maintenant, au lieu d'examiner un point de départ fixe, nous allons changer notre point de départ et examiner toutes les possibilités. Ainsi, lorsque vous commencez à K, je définirai f de K comme la probabilité que vous atteigniez cette ligne en premier avant d'atteindre cette ligne. Ce qui nous intéresse, c'est de calculer f0. Ce que nous savons, c'est que f de B est égal à 1, f de moins A est égal à 0. Et puis en fait, il y a une formule récursive qui nous intéresse. Si l'on part de fk, soit on monte, soit on descend. Vous montez avec une probabilité de 1/2. Vous descendez avec une probabilité de 1/2. Et maintenant, ça recommence. À cause de cette, laquelle est, propriété stationnaire. Donc à partir d'ici, la probabilité que vous touchiez B en premier est exactement f de K plus 1. Ainsi, si vous montez, la probabilité que vous touchiez B en premier est f de K plus 1. Si vous descendez, c'est f de K moins 1. Cela donne une formule récursive avec deux valeurs limites. Si vous la regardez, vous pouvez la résoudre. Lorsque vous l'aurez résolue, vous obtiendrez cette réponse. Je n'entrerai pas dans les détails, mais ce que je voulais montrer, c'est que la marche aléatoire simple est en fait cette propriété, ces deux propriétés.
Elle possède ses propriétés et d'autres encore plus puissantes. Elle est donc très facile à contrôler. Et en même temps, elle est assez universelle. Il peut modéliser, ce n'est pas un modèle très faible. Il est plutôt restreint, mais c'est un très bon modèle pour un mathématicien. D'un point de vue pratique, vous devrez légèrement déformer certaines choses, etc. Mais dans de nombreux cas, vous pouvez l'approximer par une simple marche aléatoire. Comme vous pouvez le constater, il est possible de faire des calculs avec une simple marche aléatoire, à la main. Voilà, c'est tout. J'ai parlé de l'exemple le plus important de processus stochastique. Parlons maintenant de processus plus stochastiques. 19. La seconde s'appelle la chaîne de Markov. Permettez-moi de rectifier cette partie. En fait, la chaîne de Markov, contrairement à la simple marche aléatoire, n'est pas un processus stochastique unique. A. 20. Un processus stochastique est appelé chaîne de Markov s'il possède une certaine propriété. Et ce que nous voulons capturer dans la chaîne de Markov est l'énoncé suivant. Il s'agit d'un ensemble de processus stochastiques ayant la propriété que, dont l'effet du passé sur le futur n'est résumé que par l'état actuel. C'est une déclaration assez vague, mais ce que nous essayons de saisir ici, c'est, maintenant, regarder un processus stochastique générique à l'instant T. Vous connaissez tout l'historique jusqu'à l'instant T. Vous voulez dire quelque chose sur l'avenir? Ensuite, s'il s'agit d'une chaîne de Markov, ce qu'elle dit, c'est que vous n'avez même pas besoin de savoir tout cela. Cette partie n'est vraiment pas pertinente. Ce qui compte, c'est la valeur à ce dernier point, la dernière fois. S'il s'agit d'une chaîne de Markov, il n'est pas nécessaire de connaître tout cet historique. Tout ce que vous devez savoir, c'est cette valeur unique. Et tout l'effet du passé sur l'avenir est contenu dans cette valeur. Rien d'autre ne compte. Bien entendu, il s'agit d'un type très particulier de processus stochastique. Dans la plupart des autres processus stochastiques, l'avenir dépend de l'ensemble de l'histoire. Dans ce cas, il est plus difficile de l'analyser. Mais ces processus sont plus faciles à gérer. Et pourtant, beaucoup de choses intéressantes se révèlent être des chaînes de Markov. Ainsi, si vous regardez une simple marche aléatoire, c'est une chaîne de Markov, n'est-ce pas? Disons que la marche aléatoire simple se déroule comme suit. Ce qui se passe après le temps t dépend simplement de la hauteur de ce point. Ce qui s'est passé avant n'a aucune importance. Parce que nous ne faisons que jouer à pile ou face à chaque fois. Cette valeur peut affecter l'avenir, parce que c'est de là que vous allez commencer votre processus. Comme c'est là que vous commencez votre processus. Il s'agit donc d'une chaîne de Markov. Cette partie n'est pas pertinente. Seule la valeur compte. Permettez-moi donc d'en donner une définition un peu plus formelle. Un processus. 21. Stochastique à temps discret est une chaîne de Markov si la probabilité que x à un moment donné, t plus 1, soit égale à quelque chose, une certaine valeur, compte tenu de l'ensemble de l'histoire jusqu'au moment n, est égale à la probabilité que xt. 22. Plus 1 est égal à cette valeur, étant donné la valeur x sub n pour tout n supérieur ou égal à accent grave t supérieur ou égal à 0 et tout s. C'est une façon mathématique d'écrire cela. La valeur à xt plus 1,
compte tenu de toutes les valeurs jusqu'au temps t, est la même que la valeur au temps t plus 1, sa probabilité, compte tenu seulement de la dernière valeur. Et la raison pour laquelle la marche aléatoire simple est une chaîne de Markov fait que les deux sont juste un demi. Je veux dire, si c'est pour, laissez-moi l'écrire. Par exemple, la probabilité que xt plus 1 soit égal à s, étant donné t, est égale à 1 demi, si s est égal à xt plus 1 ou xt moins 1, et à 0 sinon. Cela ne dépend donc que de la dernière valeur de xt. Des questions. D'accord. Si l'on considère un processus stochastique, une chaîne de Markov, et que tous les 11 ont des valeurs dans un certain ensemble S, qui est fini, un ensemble fini, dans ce cas, il est très facile de décrire les chaînes de Markov. Désignons maintenant la probabilité Ig comme la probabilité que, si à l'instant t vous êtes en I, la probabilité que vous passiez en J à l'instant t plus 1 pour toutes les paires de points I, J. Je veux dire qu'il s'agit d'un ensemble fini, alors je pourrais tout aussi bien l'appeler l'ensemble des nombres entiers de 1 à m, juste pour faciliter la notation. Tout d'abord, si la somme de tous les j et s, pige, est égale à 1. En effet, si vous commencez à i, vous devrez sauter quelque part lors de l'étape suivante. Donc, si vous faites la somme de tous les états possibles, la somme doit être égale à 1. Une chose très intéressante est cette matrice appelée matrice de probabilité de transition, définie comme suit. Pige à inaudible et inaudible. Nous plaçons donc pige à inaudible et inaudible. En réalité, cette matrice vous dit tout sur la chaîne de Markov. Tout ce qui concerne le processus stochastique est contenu dans cette matrice. En effet, un état futur ne dépend que de l'état actuel. Donc, si vous savez ce qui se passe à l'instant t, ou c'est à l'instant t, regardez là. 23. Matrice, vous pouvez décoder toutes les informations que vous voulez. Quelle est la probabilité que ce soit à 24. Disons qu'il est à 0 en ce moment. Quelle est la probabilité qu'il passe à 1 la prochaine fois? Il suffit de regarder 0,1 ici. Il n'y a pas de 0, 1 ici, donc c'est 1 et 2. Il suffit de regarder 1 et 2, I et J. En fait, j'ai fait une erreur. Ce devrait être le bon. De plus, il s'agit d'une seule étape. Il décrit donc ce qui se passe en une seule étape, la probabilité que vous passiez de I à J. Mais en utilisant cela, vous pouvez également modéliser la probabilité que vous passiez de I à J en deux étapes. Définissons donc Q sub IJ comme la probabilité que x au temps t plus 2 soit égal à J, étant donné que x au temps t est égal à I. La matrice ainsi définie, pouvez-vous la décrire en termes de matrice A? Quelqu'un d'autre? Multiplication. Très bien. Il s'agit donc d'un carré A. Pourquoi? Laissez-moi l'écrire d'une autre manière. Q, vous faites la somme de toutes les valeurs intermédiaires, la probabilité que vous passiez de I à K, d'abord, et ensuite la probabilité que vous passiez de K à J. Et si vous regardez ce que cela signifie, chaque entrée ici est décrite par un produit linéaire. Qu'est-ce que c'est? Le produit en point d'une colonne et d'une ligne. Et c'est exactement ce qui se passe. Et si vous voulez regarder les 3 ou 4 étapes, tout ce que vous avez à faire est de les multiplier encore et encore et encore. En réalité, cette matrice contient toutes les informations dont vous avez besoin si vous avez une chaîne de Markov et qu'elle est finie. C'est très important.
pour la marche aléatoire simple, je vous ai dit qu'il s'agissait d'une chaîne de Markov. Mais elle n'a pas de matrice de probabilité de transition, parce que l'espace d'état n'est pas fini. Il faut donc faire attention. Cependant, dans le cas des chaînes de Markov finies, il n'y a qu'une seule matrice qui décrit tout. Je veux dire que je l'ai dit comme si c'était quelque chose de très intéressant. Mais si vous y réfléchissez, vous venez d'écrire toutes les probabilités. Elle devrait donc tout décrire. Prenons un exemple. Vous avez une machine, et elle est en panne ou fonctionne à un moment donné. C'est un exemple stupide. Si elle fonctionne aujourd'hui, si elle 25 fonctionnera demain, elle sera en panne avec une probabilité de 0,01 et en marche avec une probabilité de 0,90. 26. S'il est cassé, la probabilité qu'il soit réparé le lendemain est de 0,8. Et il est cassé à 0,2. Supposons que vous ayez quelque chose comme ceci. Il s'agit d'un exemple de chaîne de Markov utilisée dans des applications d'ingénierie. Dans ce cas, on parle aussi d'espace d'état échantillon. La raison en est que, dans de nombreux cas, ce que vous modélisez est ce type d'état d'un système, comme cassé ou en état de marche, pluvieux, ensoleillé, nuageux comme le temps. Et toutes ces choses que vous modélisez représentent des états très souvent. C'est pourquoi on parle aussi d'ensemble d'états. Voilà un exemple. Et voyons ce qui se passe pour cette matrice. Nous avons deux états, fonctionnels et non fonctionnels. De travail à travail, c'est 0,99. De fonctionnel à cassé est de 0,01. De cassé à en état de marche, c'est 0,8. Le taux de rupture est de 0,2. Voilà ce que nous avons appris jusqu'à présent. La question est de savoir ce qui se passe si l'on part d'un état donné, disons qu'il fonctionne aujourd'hui, et que l'on passe un temps très, très long, comme un AN ou 10 ans, alors la distribution, au bout de 10 ans, ce jour-là, est à 3650. La probabilité P, Q sera donc multipliée par 1, 0. P sera la probabilité qu'il fonctionne à ce moment-là. Q sera la probabilité qu'il soit cassé à ce moment-là. Quels seront P et Q? Que seront P et Q? C'est la question que nous essayons de poser. Nous n'avons pas encore appris à le faire, mais réfléchissons Y. Je vais tricher un peu et dire, vous savez quoi, je pense que sur une longue période de temps, la distribution de probabilité au jour 3650 et celle au jour 3651 ne devrait pas être si différente. Elle devrait être à peu près identique. Faisons cette hypothèse. Je ne sais pas si c'est vrai ou non. Je sais que c'est vrai, mais c'est ce que je vous dis. En partant de cette hypothèse, vous pouvez maintenant déterminer ce que sont P et Q. Donc, approximativement, j'espère, P, Q, donc à 3,650, 1, 0 est approximativement la même chose que à 3,651, 1, 0. Cela signifie que CP, QP, Q est à peu près la même chose que A fois P, Q. Quelqu'un se souvient-il de ce que c'est? Oui. Donc P, Q seront les vecteurs propres de 27. Cette matrice, sur une longue période, la distribution de probabilité que vous observerez sera la suivante. 28. Le vecteur propre. Et quelle est la valeur propre?
Du moins dans ce cas, il semble que ce soit 1. Je vais maintenant établir un autre lien. Vous souvenez-vous du théorème de Perron-Frobenius? Il s'agit donc d'une matrice. Toutes les entrées sont positives. Il existe donc une valeur propre la plus importante, qui est positive et réelle. Et il y a un vecteur propre entièrement positif qui lui correspond. Ce que j'essaie de dire, c'est que ce sera votre P, Q. Mais permettez-moi de ne pas tirer de conclusion hâtive. Une autre chose que nous savons est que, par Perron-Frobenius, il existe une valeur propre, la plus grande, lambda supérieure à 0, et un vecteur propre V1, V2, où V1, V2 sont positifs. De plus, lambda était une multiplicité de 1. J'y reviendrai plus tard. Alors, écrivons-le. A fois V1, V2 est égal à lambda fois V1, V2. A fois V1, V2, nous pouvons l'écrire. C'est 0,99 V1 plus 0,01 V2. Et c'est 0,8 V1 plus 0,2 V2, ce qui est égal à V1, V2. Vous pouvez résoudre V1 et V2, mais avant de le faire, désolé pour ça. C'est inversé? Oui, donc tout le monde, il aurait fallu l'inverser au début. Cela fait donc 8. On additionne ces deux valeurs, et on obtient le lambda de ceci, V1, V2. À gauche, vous obtenez V1 plus V2, c'est-à-dire la somme de deux coordonnées. À gauche, vous obtenez V1 plus V2. À droite, vous obtenez lambda fois V1 plus V2. Cela signifie que votre lambda est égal à 1. Donc cette valeur propre, garantie par le théorème de Perron-Frobenius, est valeur propre de 1. Donc ce que vous trouverez ici sera le vecteur propre correspondant à la plus grande valeur propre, le vecteur propre sera celui correspondant à la plus grande valeur propre, qui est égal à 1. Et c'est quelque chose de très général. Il ne s'agit pas seulement de cette matrice et de cet exemple particulier. En général, si vous avez une matrice de transition, si vous avez une chaîne de Markov et une matrice de transition, le théorème de Perron-Frobenius garantit qu'il existe un vecteur tant que toutes les entrées sont positives. 29. Ainsi, en général, si la matrice de transition d'une chaîne de Markov a des entrées positives, alors il y a 30. Il existe un vecteur pi1 égal à πm tel que, je l'appellerai simplement V, AV est égal à V. Et ce sera le comportement à long terme tel qu'il a été expliqué. Sur une longue période, s'il converge vers un certain état, il doit y satisfaire. Et grâce au théorème de Perron-Frobenius, nous savons qu'il existe un vecteur qui y répond. Donc, s'il converge, il convergera vers ce vecteur. Et ce qu'il dit, c'est que si toutes les entrées sont positives, alors il converge. Et un tel état existe. Nous connaissons le comportement à long terme du système. C'est ce qu'on appelle la distribution stationnaire. Un tel vecteur V est appelé. Il n'est pas vraiment juste de dire qu'un vecteur a une distribution stationnaire. Mais si je donne cette distribution à l'espace d'état, ce que je veux dire, c'est qu'il faut considérer une distribution de probabilité sur S telle que la probabilité est, il s'agit donc d'une variable aléatoire x. X est égal à I est égal à pi. Si vous partez de cette distribution, à l'étape suivante, vous aurez exactement la même distribution. C'est ce que j'essaie de dire ici. C'est ce qu'on appelle une distribution stationnaire. Des questions?
Audience, alors inaudible. Professeur, oui. Très bonne question. Oui, mais le théorème de Perron-Frobenius dit qu'il y a exactement un vecteur propre correspondant à la plus grande valeur propre. Et il s'avère que c'est 1. La plus grande valeur propre s'avère être 1. Il y aura donc une distribution stationnaire unique si toutes les entrées sont positives. Audience, inaudible. Professeur, celui-ci. Audience, inaudible. Professeur, peut-être. C'est un bon point. Mais, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Quelque chose ne va pas. Quelqu'un peut-il m'aider? Cette partie semble douteuse. Audience, juste une question inaudible, est-ce que ce sujet est couvert dans des parties de 31? Inaudible. Les autres valeurs propres de la matrice sont inférieures à 1. Et donc lorsque vous prenez 32 de la matrice de probabilité de transition, les valeurs propres qui sont inférieures à 1 s'échelonnent après une multiplication répétée jusqu'à 0. Donc, dans la limite, elles sont à 0, mais jusqu'à ce que vous atteigniez la limite, vous les avez encore. Ce type de comportement est essentiellement un comportement transitoire qui se dissipe. Mais le comportement correspondant à la distribution stationnaire persiste. Professeur, mais, comme vous l'avez dit, cet argument semble indiquer que tout lambda doit être égal à 1, n'est-ce pas? Est-ce là votre point de vue? Vous avez raison. Je ne vois pas où est le problème pour l'instant. J'y réfléchirai plus tard. Je ne veux pas perdre mon temps à essayer de trouver ce qui ne va pas. Mais la conclusion est juste. Il y aura une seule et unique personne, et ainsi de suite. Permettez-moi de faire une remarque. Permettez-moi donc de passer au dernier sujet. Il s'agit de la martingale. Il s'agit d'une autre collection de processus stochastiques. Ce que nous essayons de modéliser ici, c'est un jeu équitable, des processus stochastiques qui sont un jeu équitable. Et formellement, je veux dire qu'un processus stochastique est une martingale si cela se produit. Permettez-moi de l'itérer. Ce que nous avons ici, c'est qu'au temps t, si vous regardez ce qui va se passer au temps t plus 1, prenez l'espérance, alors elle doit être exactement égale à la valeur de xt. Nous avons donc ce processus stochastique et, au temps t, vous êtes à xt. Au temps t plus 1, beaucoup de choses peuvent se produire. Il peut aller jusqu'à ce point, et ainsi de suite. Mais la distribution de probabilité est conçue de manière à ce que la valeur attendue de toutes ces choses soit exactement égale à la valeur à xt. Elle est donc en quelque sorte centrée sur xt, centrée au sens probabiliste du terme. L'espérance est égale à cette valeur. Ainsi, si votre valeur au temps t était autre chose, vos valeurs au temps t plus 1 seront centrées sur cette valeur au lieu de cette valeur. La raison pour laquelle je dis qu'il s'agit d'un modèle de jeu équitable est que, s'il s'agit de votre solde sur un jeu, vous n'êtes 33. Pas censé gagner de l'argent du tout. Je vous en dirai plus ultérieurement. Par exemple, une marche aléatoire est une martingale. Quoi d'autre? Deuxièmement, disons que vous êtes dans un casino et que vous jouez à la roulette. 34. Le solde d'un joueur de roulette n'est pas une martingale, parce qu'il est conçu pour que la valeur attendue soit inférieure à 0. Vous êtes censé perdre de l'argent.
Bien sûr, à un moment donné, vous pouvez gagner de l'argent. Mais en termes de valeur attendue, vous êtes censé perdre de l'argent. Il ne s'agit donc pas d'une martingale. Ce n'est pas un jeu équitable. Le jeu est conçu pour le casino, pas pour vous. Le troisième est un exemple amusant. Je l'ai juste inventé pour montrer qu'un processus stochastique peut être une martingale de différentes manières. Si y sont des variables aléatoires i et id telles que y est égal à 2, avec une probabilité de 1/3, et 1/2 avec une probabilité de 2/3, alors laissez x0 égale à 1 et xk égale à. Il s'agit alors d'une martingale. Ainsi, à chaque étape, on multiplie par 2 ou on divise par 2, il suffit de diviser par 2. Et la distribution de probabilité est donnée comme étant 1/3 et 2/3. Alors xk est une martingale? La raison en est que vous pouvez calculer la valeur attendue. La valeur attendue de xk plus 1, étant donnée xk jusqu'à inaudible, est égale à ce que vous avez et la valeur attendue de yk plus 1 fois yk jusqu'à y1. Cette partie est xk. Mais ce système est conçu pour que la valeur attendue soit égale à 1. Il s'agit donc d'une martingale. Je veux dire qu'il fluctuera beaucoup, votre solde, double, 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 moitié, 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 et ainsi de suite. Mais l'espérance est toujours la même. Je veux parler de l'espérance que tout le temps est égal à 1, si l'on considère les choses depuis le début. On considère le temps 1, puis la valeur attendue de x1 et ainsi de suite. Des questions sur la définition ou l'exemple? La marche aléatoire est donc un exemple de chaîne de Markov et de martingale. Mais ces deux concepts sont vraiment différents. Essayez de ne pas les confondre. Il s'agit simplement de deux choses différentes. Il existe des chaînes de Markov qui ne sont pas des martingales. Il existe des martingales qui ne sont pas des chaînes de Markov. Et il y a des choses qui sont les deux, comme une simple marche aléatoire. Il y a des choses qui ne sont ni l'une ni l'autre. Il s'agit en fait de 35. Deux choses distinctes. 36. Permettez-moi de conclure par un théorème intéressant sur les martingales. Il renforce votre intuition, du moins l'intuition de la définition, selon laquelle une martingale est un jeu équitable. C'est ce qu'on appelle le théorème d'arrêt facultatif. Je l'écrirai plus formellement plus tard, mais le message est le suivant. Si vous jouez à un jeu de martingale, si c'est un jeu auquel vous jouez, et qu'il s'agit de votre équilibre, quelle que soit la stratégie que vous utilisez, votre valeur attendue ne peut être ni positive ni négative. Même si vous essayez de perdre de l'argent très fort, vous n'y arriverez pas. Même si vous essayez de gagner de l'argent à tout prix, par exemple en inventant quelque chose de vraiment, vraiment génial et ingénieux, vous ne devriez pas pouvoir gagner de l'argent. Votre valeur attendue est tout simplement fixe. C'est le concept du théorème. Bien entendu, certaines conditions techniques doivent être remplies. Ainsi, si vous jouez à un jeu de martingale, vous n'êtes pas censé gagner ou perdre, du moins dans l'expectative. Avant d'énoncer le théorème, je dois donc définir ce que signifie un point d'arrêt. Donc, étant donné un processus stochastique, un entier non négatif, une variable aléatoire valuée, taux, est appelé temps d'arrêt, si, pour tout entier k supérieur ou égal à 0, taux, inférieur ou égal à k, ne dépend que de x1 à xk. C'est donc quelque chose de très, très étrange.
Je souhaite définir ce que l'on appelle un temps d'arrêt. Il s'agira d'une variable aléatoire à valeur entière non négative. Elle sera donc égale à 0, 1, 2, etc. Cela signifie qu'il s'agira d'un certain indice de temps. Et si l'on considère l'événement où taux est inférieur ou égal à k, donc si l'on veut considérer les événements où l'on s'arrête à un temps inférieur ou égal à k, notre décision ne dépend que des événements jusqu'à k, de la valeur du processus stochastique jusqu'au temps k. En d'autres termes, s'il s'agit d'une stratégie que vous voulez utiliser, par stratégie, j'entends une stratégie que vous arrêtez de jouer à un moment donné. Vous avez une stratégie qui est définie comme vous jouez quelques cas tours, et ensuite vous regardez le 37. Résultat. Vous dites, OK, maintenant je pense que c'est en ma faveur. Je vais m'arrêter. Vous disposez d'un ensemble de stratégies prédéfinies. Et si cette stratégie ne dépend que de la 38 des valeurs du processus stochastique jusqu'à aujourd'hui, il s'agit alors d'un temps d'arrêt. S'il s'agit d'une stratégie qui dépend des valeurs futures, il ne s'agit pas d'un temps d'arrêt. Permettez-moi de vous donner un exemple. Souvenez-vous de ce jeu de pile ou face qui avait une valeur de marche aléatoire, soit on gagne $1, soit on perd $1. Dans le jeu de pile ou face, supposons que taux soit le premier moment où le solde devient $100, alors taux est un temps d'arrêt. Que vous vous arrêtiez à $100 ou à $50 négatifs, il s'agit toujours d'un temps d'arrêt. Vous vous souvenez de la discussion que nous avons eue à ce sujet? Nous regardons notre solde. Nous nous arrêtons au moment où nous gagnons $100 ou perdons $50. C'est un temps d'arrêt? Mais je pense qu'il vaut mieux vous dire ce qui n'est pas un temps d'arrêt, un exemple. Cela vous aidera vraiment. Prenons le taux, dans le même jeu, le moment du premier pic. Par pic, j'entends le moment où vous descendez, c'est donc votre taux. Ainsi, la première fois que vous commencez à descendre, vous vous arrêtez. Ce n'est pas un temps d'arrêt? Ce n'est pas un temps d'arrêt? Pour comprendre formellement pourquoi c'est le cas, tout d'abord, si vous voulez décider s'il s'agit d'un pic ou non au temps t, vous devez vous référer à la valeur au temps t plus 1. Si l'on se contente de regarder les valeurs jusqu'à l'instant t, on ne sait pas s'il s'agira d'un pic ou si la tendance se poursuivra. Ainsi, le fait de s'arrêter à l'instant t dépend également de t plus 1, ce qui n'entre pas dans le cadre de cette définition. C'est donc ce que nous essayons de distinguer en définissant un temps d'arrêt. Dans ces cas, il était clair, à ce moment-là, que vous saviez si vous deviez vous arrêter ou non. Mais si vous définissez votre temps d'arrêt de cette manière et non un temps d'arrêt, si vous définissez taux de cette manière, votre décision dépend des valeurs futures du résultat. Il ne s'agit donc pas d'un temps d'arrêt selon cette définition. Des questions. Est-ce que cela a du sens? Oui. 39. Audience, pourriez-vous toujours avoir taux comme temps d'arrêt, si vous vous référiez à t, et que t-1 était supérieur à inaudible? Professeur, donc. 40. Audience, disons que oui, c'était inaudible. Professeur, donc ce temps après le pic, le premier temps après le pic. Audience, oui. Professeur, oui, ce sera un temps d'arrêt. Donc 3, taux et taux 0 plus 1, où taux 0 est le premier pic, alors c'est un temps d'arrêt. C'est un temps d'arrêt? Le théorème d'arrêt optionnel que j'ai promis est donc le suivant.
Supposons que nous ayons une martingale et que τ soit un temps d'arrêt. Supposons également qu'il existe une constante t telle que τ est inférieur ou égal à t en permanence. Vous avez donc une stratégie qui est une stratégie finie. Vous ne pouvez pas continuer indéfiniment. Vous avez une certaine limite de temps. Et votre temps d'arrêt se termine toujours avant ce temps. Dans ce cas, l'espérance de votre valeur au moment de l'arrêt, lorsque vous avez arrêté, votre solde, si c'est ce qu'il modélise, est toujours égal au solde du début. Ainsi, quelle que soit la stratégie utilisée, si vous êtes un être mortel, vous ne pouvez pas gagner. Tel est le contenu de ce théorème. Je voulais le prouver, mais je ne le ferai pas, car je pense que je vais manquer de temps. Mais permettez-moi de vous montrer un corollaire très intéressant de cette application au numéro 1. Le premier est donc un temps d'arrêt. Il n'est pas certain qu'il existe un temps limité où l'on s'arrête toujours avant ce temps. Mais ce théorème s'applique à ce cas. Je vais donc oublier cette question technique. Le corollaire ne s'applique pas immédiatement, mais il s'applique au premier cas, le cas 1 présenté ci-dessus. Et ce qu'il dit, c'est que l'espérance de x τ est égale à 0. Mais l'espérance de x τ est, x à τ est soit 100, soit 50 négatif, parce qu'ils vont toujours s'arrêter au premier moment où vous atteignez soit $100, soit moins $50. Il s'agit donc de 100 fois une certaine probabilité plus 1 moins p fois moins 50. 41. Il y a une certaine probabilité que vous vous arrêtiez à 100. Avec tous les autres, vous allez vous arrêter. 42. À moins 50. Vous savez que c'est réglé. C'est égal à 0. Ce que cela donnait, j'espère que cela me donne la bonne chose à laquelle je pense. P, 100, oui. C'est 150 P moins 50 égale 0. P est un tiers. Et si vous vous souvenez, c'est exactement le calcul que nous avons obtenu. Il s'agit donc simplement d'une application intéressante. Mais le contenu est vraiment intéressant. Essayez donc d'y réfléchir d'un point de vue très philosophique. Si quelque chose peut être modélisé à l'aide de martingales, parfaitement, si cela correspond vraiment à la formulation mathématique d'une martingale, alors vous n'êtes pas censé gagner. C'est donc tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine,